Le journalisme, la liberté de la presse en France, ça en est où? Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que journaliste? La carte de presse, ça sert à quelque chose? Bah, ça fait une déduction fiscale. 7 500 €? Ouais. Je l'ai plus, hein, moi, pour te dire, mais quand même. À part ça, ça aide à rentrer dans un certain nombre de trucs, mais enfin, ça, c'est pas non plus un pass. Donc, c'est pas la carte de presse qui fait. Moi, au contraire, je suis assez attaché au fait que le journalisme, il y ait du flou dans ce qu'est un journaliste. Et qu'on accepte ce flou, qu'il n'y a pas besoin de faire d'école. Par exemple, je suis contre l'école obligatoire, qu'un tel serait journaliste et pas un tel serait journaliste. À partir du moment où tu interviews des gens, où tu écris des articles, où tu publies, tu vois, tu es journaliste, en fait, dans les faits. Moi, j'ai pas été journaliste à partir du moment où j'ai eu ma carte de presse. J'ai lancé Fakir en 1999 et je suis journaliste depuis 1999, à partir du moment où j'ai pris la plume, quoi. Donc, après, il y a tout le système des grands médias que je t'ai décrit. Et c'est là où on va peut-être en revenir à l'âme. Il y a la loi sur le secret des affaires, sur laquelle je me suis beaucoup plus bagarré que je ne vais le faire sur les fake news, quoi. Mais je crois que le désir de vérité, le désir de porter autre chose, de porter des valeurs, de ne pas se laisser enfermer dans le seul argent roi, ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent. Il y en aura toujours pour le porter. Il y aura quelque chose qui résistera dans les hommes. Tu sais, quand je vois le parcours de Denis Robert, par exemple, les 97 ou 93 procès qui s'est payé à peu près dans tous les coins d'Europe et en tout cas partout en France, le tour des tribunaux qu'il a eu à faire, tous les huissiers qui sont passés chez lui, les menaces sur lui, sur sa famille et tout ça. C'est pas une loi de plus, type secret des affaires, qui fait qu'il aurait canné. Il avait une vérité à porter. Et il l'a portée. Et il l'aurait porté dans toutes conditions. Donc moi, je crois que, quoi qu'il fasse, il y aura quelque chose qui résistera en l'homme. Maintenant, le problème, c'est que du coup, les porteurs de vérité doivent devenir des héros, quoi. Et c'est ça le problème. C'est que il faudrait qu'on puisse faire son travail normalement, d'information. Tu vois, moi, je trouve remarquable ce que fait Élise Lucet, hein. Je suis vraiment un amoureux d'Élise Lucet, quoi. Ces magazines... Elle t'a radicalisé? Non, je pense pas qu'elle avait besoin. Pourquoi? tu sais, je pense pas qu'elle avait besoin. C'est elle qui s'est quand même radicalisée dans son parcours, qui est quand même très intéressant, quoi. Donc voilà. La liberté de la presse. Bah, quand tu regardes les magazines d'Élise Lucet, moi j'avais porté un amendement pendant le secret des affaires qui était l'obligation pour les grandes entreprises d'ouvrir leurs portes et l'obligation pour les dirigeants d'entreprise de répondre. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais aujourd'hui des firmes, enfin un pouvoir qui était absolument colossal et dont le rendu qu'ils avaient à faire aux citoyens, aux consommateurs et tout ça était quasiment nul. Un homme politique, on lui demande des comptes en permanence. Et soit, tu vois, un fonctionnaire, on peut lui demander des comptes sur les décisions qu'il a prises. Qui? Tu peux... Il n'est pas promu quand il fait des conneries? Il peut. Je ne dis pas que le système soit parfait, mais je pense qu'on peut aller l'emmerder. Je pense que les médias sont autorisés à aller l'emmerder. Comparé au pouvoir dont il... Par exemple, la nana qui a bloqué Rouchet Today devant l'Elysée avant-hier. Là. La nana. La responsable de la communication de l'Elysée qui a bloqué le journaliste d'RT qui avait sa carte de presse. Est-ce qu'il faut aller attraper son nom et l'allumer en place publique? La nana qui a été envoyée pour faire ça? Et qui a été secondé par l'officier de gendarmerie qui a dit voilà, ça vient de plus haut, on vous fera pas rentrer, c'est le président qui a dit ça. Bah, je veux dire, là, tu viens de me dire quelle est la cause de tout ça. Je veux dire, celui qu'il faut allumer, tu viens de le nommer, c'est le président, c'est celui qui décide de faire ça, quoi. Non? Qui ne respecte pas la carte de presse? Qui fait de la discrimination envers des journalistes? Bah oui, c'est évident. C'est évident que si la cause... Est-ce qu'il ne faut pas taper le fonctionnaire qui est le pouce-bouton? Par exemple, le mec qui conduisait le train, qui était de la SNCF et qui a conduit des juifs dans des camps. Ouais, tu sais, en l'occurrence, je trouve que c'est un exemple malvenu quand on sait que les plus gros noyaux de résistants ont été dans la SNCF. Tu vois, bon, il faut quand même rappeler ça au moment où l'entreprise ferroviaire est attaquée. Tu sais, par exemple... Le devoir de retrait chez les fonctionnaires est un peu oublié. Bah, il faudrait qu'ils puissent s'exercer. Maintenant, c'est comment tu fais pour garantir un statut aux lanceurs d'alerte, tu vois. Et
admettons, tu vois, dans tout le truc secret des affaires, moi je disais, si vous voulez faire le secret des affaires, d'abord on va le restreindre, parce que là, en fait, votre secret des affaires, c'est pas que sur le secret industriel et commerciaux, c'est à peu près sur tout. C'est-à-dire que si tu sors la fiche de paye d'un dirigeant, on peut considérer que c'est une atteinte au secret des affaires. Si on sort un document comme quoi il va y avoir un plan de licenciement dans la semaine prochaine, c'est une atteinte au secret des affaires. À peu près tout peut rentrer dans le secret des affaires aujourd'hui. Mais par ailleurs, moi j'étais pour construire un deuxième volet, qui soit un volet positif pour contrebalancer. Vous assurez ça aux multinationales? Très bien, eh bien alors rajoutons ça et assurons ça à la société civile, assurons ça aux journalistes. Assurons par exemple de pouvoir accéder à tous les rapports de l'inspection du travail, de la direction de l'environnement quand elle va chez Lactalis. Rendez ça public, rendez-le public, faites-le mettre automatiquement sur les sites internet. C'est pas un truc révolutionnaire, c'est un truc qui existe aux États-Unis, hein, le Transparency Act. Donc tu vois, la transposition de ça en France, refus, mais aussi voilà, le fait qu'il puisse y avoir par exemple dans les abattoirs. Moi, je suis pour que dans les abattoirs, il n'y ait pas forcément de vidéosurveillance, mais qu'il y ait un libre accès des ONG et des journalistes aux abattoirs, mais plus généralement aux entreprises. Moi, j'étais journaliste local pendant 10 ans, que à Amiens et dans la Somme. La principale entreprise privée, c'était Goodyear, tu vois. C'était le plus gros truc de toute la Picardie. Eh bien, en 10 ans, je n'ai jamais pu accéder à l'usine Goodyear. Le seul truc où je pouvais aller, c'était le local syndical, où tu as des néons qui clignotent, et puis tu bois un café sur une table en forme Mica, tu vois, et c'est tout ce que j'ai vu. Et ce qu'on me décrivait de l'usine, avec les mecs qui galèrent sur le bamburi, qui en sortent la gueule noire, les odeurs, on n'a pu que me le raconter, en aucun cas je n'ai pu y accéder, je n'ai pu le voir, je n'ai pu le sentir moi-même. Eh bien, je pense que c'est un souci démocratique. Et donc, il faut faire ouvrir ça. Il faut qu'on puisse voir aussi comment les gens travaillent. Les associations qui infiltrent ce genre d'abattoir, est-ce que tu es pour, tu es contre? Je suis absolument pour. Non, je suis pour. Maintenant, on ne résoudra pas le problème des abattoirs et plus généralement de l'élevage industriel par la seule somme de dénonciation. Qu'on aille un coup dans un élevage en Bretagne, qu'on aille un coup dans un abattoir dans le sud de la France. Faut leur donner un statut de lanceur d'alerte? Oui. Oui, mais surtout, il faudrait qu'il y ait un statut pour les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, il n'y a rien quasiment, tu vois. Snowden, il faut lui accorder la nationalité, l'asile politique, il faut lui faire quoi? J'y suis absolument favorable. Julian Assange, le regroupement familial, on en est où? Moi, j'y suis favorable aussi. Voilà, je pense que Snowden et ainsi de suite, c'est des gens qu'il faudrait absolument défendre. Et on se grandirait à le faire. Bon, pourquoi on le fait pas? Bah parce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on a baissé notre culotte devant les États-Unis? C'est une évidence absolue. Je me fais l'avocat du diable encore. Non, mais je veux dire, on peut énoncer un certain nombre de truismes comme ça, mais quand tu vois comment, au moment où on a appris qu'on était espionné par les États-Unis et que la réaction a été... on a fait semblant de s'émouvoir, et puis la semaine d'après, c'était oublié, tu as compris qu'on est des carpettes aujourd'hui. On a expulsé aucun diplomate américain? Bah, parce qu'on a instauré aucun rapport de force avec les Américains sur ce côté-là. Peut-être qu'on peut pas? Bah, moi, je suis de ceux qui croient qu'on peut, tu sais. Comment? Il faut vouloir. Je veux dire, il faut vouloir. Bah, tu vois, tu dis Snowden, on l'accueille. Quand t'imagines, c'est Snowden, qu'est-ce qui a été rapatrié? On a cru qu'il était dans un avion, on a fait contrôler le ciel. Tu te souviens plus de cette histoire-là? Snowden. C'était Snowden. Bon, attends, on a fait atterrir, je crois, le président péruvien ou bolivarien. Ouais. Mais c'est un truc de dingo. Tu vois, on coupe des avions dans le ciel parce qu'on se dit le mec est peut-être dans l'avion et on est tellement complice des États-Unis alors qu'ils n'ont rien sur ce cas-là. Je veux dire, ce mec a rendu service. Il a rendu service, tu vois. Donc, on est des valets dans ces cas-là. Et évidemment, je souhaite qu'on sorte... C'est pas mon grand truc, la politique internationale, on l'a compris. Mais enfin, je souhaite qu'on ne soit pas des valets, quoi. Président bolivarien qu'on a fait atterrir. D'accord.